En manchette ce soir, l'Ami de l'entraide n'a plus de direction générale. On se sucre le bec avec le centre actuel et rencontre des formations pour la création d'un club optimiste. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette nouvelle édition d'InfoMag. On vous le mentionnait sur le site Internet et la page Facebook de la TVC il y a quelques jours, l'organisme communautaire l'Ami de l'entraide a décidé de changer de direction. Ainsi, M. Guy Perriard, qui était en poste, je vous le rappelle, depuis le départ de Lucie Carrier, s'est fait destituer de son poste de directeur général par le conseil d'administration de l'organisme. M. Ghislain Guitard, président du conseil d'administration, assure que cette séparation entre M. Perriard et l'organisme en est une de contre-cœur, mais il fallait sécuriser le cadre de gestion de l'entreprise. Le CA assure l'intérim de l'organisme à tour de rôle. L'offre d'emploi est disponible sur le site d'Emploi Québec et le CA espère que la prochaine direction générale entrera en poste dès le 30 mars prochain. Il faut dire en partant que l'intégrité de M. Perriard n'était pas en cause. C'est vraiment pour des raisons de compétence au niveau du savoir-faire, de la gestion des finances. C'est un homme honnête et travaillant, était dévoué à l'organisme. C'est vraiment pour des questions de compétences. On risquait d'insécuriser l'organisme si on poursuivait avec M. Perriard au niveau de la gestion des finances. Pour les utilisateurs de l'organisme, tous les services demeurent en place malgré les procédures pour trouver une nouvelle personne à la direction générale. Les portes sont ouvertes, que ce soit pour les dépannages alimentaires ou encore les services de traiteur, comme l'indique M. Guitard. Oui, on peut le retrouver à Emploi Québec. Il y a un comité de sélection qui va choisir le candidat, qui va le référer au conseil d'administration. Le processus suit son cours présentement. Nous aimerions que le prochain directeur et la prochaine directrice rentrent en fonction le 30 mars. C'est très rapide. On met les bouchées doubles pour rencontrer des gens. Comme je dis, le processus suit son cours, mais on met beaucoup d'énergie. La prochaine nouvelle s'adresse aux parents. Saviez-vous que le Club optimiste a sa journée d'identification des enfants? Ainsi, si un malheur survient, ces petites actions posées lors de ces journées sont d'une grande utilité pour les services policiers. Le 15 mars dernier se déroulait donc cette journée d'identification dans le secteur de Masson-Angers. Avant, les empreintes des enfants étaient prises à l'encre et plusieurs anciennes méthodes. Mais le Club optimiste est maintenant à la fine pointe de la technologie. Les empreintes sont prises électroniquement, la voix de vos enfants est enregistrée et ses informations personnelles inscrites. Au total, c'est 40 enfants qui ont visité le Club optimiste et ses machines à la fine pointe de la technologie. Plus tard dans le bulletin, l'entrevue que j'ai réalisée avec Mme Theresa Tremblay, ex-vice-présidente d'Optimiste International, pour la formation d'un club dans le secteur de Masson-Angers. Le mois de mars signifie, oui, l'arrivée du printemps, mais également l'arrivée d'une période que ceux avec la dent sucrée apprécient particulièrement. Je parle du temps des sucres. Le centre actuel prépare une sortie à la cabane pour environ un montant de 12 $. Mais vous devez vous inscrire avant vendredi, le 20 mars prochain. Émilie Barrette est directrice du centre actuel et a plus de détails sur cette activité sucrée. Je me trompe pas. Le 26 mars prochain, au Palais Gomé, c'est un souper qu'on fait entre femmes, 17h30. Donc, c'est le fun, des bels échanges entre femmes. Puis, tantôt, relativement à la mission, c'est aussi un de nos objectifs qui est de briser l'isolement chez les femmes, puis de socialiser, de partager ensemble. Donc, ce genre d'activité, c'est toujours bien intéressant, un beau partage entre femmes, puis en plus de manger un bon repas qui est au coût de 12 $. La saison estivale pour plusieurs est synonyme, oui, de beau temps, mais également de travaux de construction et des non moins célèbres cônes oranges. L'Outaouais aura son lot cet été alors que le gouvernement libéral a fait l'annonce jeudi dernier de nombreux travaux un peu partout en Outaouais. Un chantier qui retient notre attention est le remplacement du pont à Plaisance. L'événement avait fait un tollé car, selon les experts, il aurait fallu fermer la 148, ce qui aurait été, au dire de plusieurs, très désastreux. Mais une solution était trouvée, comme l'indique le député de Papineau, Alexandre Iraca. Dans les derniers jours avant l'annonce, le ministère des Transports, on a fait des représentations. Je suis allé à quelques reprises avec Mme Lalande également pour faire des représentations au ministère du Transport pour qu'ils trouvent une solution. Ils en ont trouvé une à la dernière minute et on est très heureux de ça. Ça va permettre la circulation en même temps que la construction du pont, avec un jeu de lumière là, où les automobiles vont pouvoir passer. Plusieurs personnes étaient quand même déçues lors de l'annonce de ces travaux. Je vous explique, l'autoroute 50, que certains espèrent voir élargir bientôt, ne fait pas partie des plans pour justement un élargissement. Je vous rappelle que plusieurs accidents ont lieu à cet endroit et que pour de nombreuses personnes, la solution est vraiment d'élargir la route. Mais même si rien n'est annoncé, des mesures de sécurité seront ajoutées dans les prochaines semaines pour cette autoroute.
Il va y avoir éventuellement d'autres annonces aussi dans les semaines qui s'en viennent pour la sécurité au niveau de la 50, en lien avec les recommandations du coroner pour les accidents d'automobile qui ont eu lieu sur la 50 dans la dernière année. Donc, on va agir. On va agir sur la sécurité. Sur la 50, il va y avoir des sommes d'investis au niveau de la luminosité des réflecteurs et tout ça. Les détails vont venir plus tard, mais il va y avoir de l'argent investi là-dessus. Pour l'élargissement de la 50, bien, c'est un dossier qui est toujours à l'étude, toujours à suivre, avec le taux de véhicules qui passent sur la 50 présentement. Il n'est pas assez élevé pour justifier un élargissement, mais on suit le dossier. On espère que plusieurs Ontariens vont prendre la 50, qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent la 50 pour qu'on puisse éventuellement élargir des voies. On parle de sport habituellement le jeudi avec François Croteau, mais je me permets de faire un retour sur la victoire des Mustangs. Ils remportent ainsi les honneurs dans la division Métro-Vallée. Leur prochain adversaire sera Stittsville. Justement, le premier match de cette série est demain, mercredi. À Stittsville, justement, François Croteau aura la chance de vous en reparler jeudi. La nouvelle est sortie ce matin, de nouvelles normes pour certains fonctionnaires fédéraux, dont une enquête de crédit, ainsi que la prise d'empreinte pour les fonctionnaires ayant un poste relié à la sécurité. Mais les syndicats ainsi que le commissaire à la protection de la vie privée ont déjà exprimé leur désaccord et des griefs ont été déposés. Voici un extrait de parole à l'élu avec le porte-parole pour le Conseil du Trésor et député du Pontiac, Mathieu Ravignan. C'est assez poussé, effectivement, puis il faut se poser des questions à propos de la vie privée, la protection de la vie privée des gens. J'ai vu que les syndicats ont réagi fortement à cette nouvelle-là. Je suis assez d'accord qu'il faut revoir les directives venues du Conseil du Trésor pour assurer qu'on protège la vie privée de nos fonctionnaires. Puis il me semble que ces mesures-là s'appliquent seulement à des emplois où la sécurité nationale, ou ça devrait vraiment juste s'appliquer à certains postes. On va voir à quel point que le Conseil du Trésor trouve qu'ils ont raison d'essayer de voir dans la vie privée des gens, mais on va s'assurer d'avoir plus d'informations là-dessus. Comme mentionné plus tôt dans le bulletin, le Club Optimus tient bon nombre d'activités pour les jeunes. Un nouveau groupe sera formé pour le secteur de Masson-Angers. Je me suis entretenue avec Mme Theresa Tremblay, ex-vice-présidente d'Optimus International, pour en apprendre plus sur cette rencontre. Je suis avec Mme Theresa Tremblay, qui est ex-vice-présidente internationale des Clubs Optimus. Bonsoir. Bonsoir, Josiane. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Clubs Optimus, qu'est-ce qu'un Club Optimus? Un Club Optimus, c'est un regroupement d'hommes et de femmes qui travaillent pour leur communauté, dans leur communauté, selon le besoin de la communauté, avec et pour les jeunes. C'est quand même assez large comme définition, ça ne le cachera pas. Les buts, les objectifs des Clubs Optimus. C'est de répondre, comme j'ai dit tout à l'heure, aux besoins de la communauté, de regarder qu'est-ce qu'on a besoin de la communauté et aussi de mettre nos aptitudes au service de la communauté dans le but de se développer soi-même aussi. Lorsqu'on parle des besoins de la communauté, est-ce que vous avez des exemples plus spécifiques? Est-ce que c'est, je dis ça comme ça, de la réparation de vélos, des camps de jour, vraiment, quand on parle de besoins, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est très large. Ça peut être tant comme ici, le club de Buckingham font leur gala mérite jeunesse, c'est propre à Buckingham. Un autre club, si je prends, ça peut être un défi pour aider les jeunes dans une maison de jeunes, construire une maison de jeunes, on a déjà vu ça. Ça peut être les petits génies, un genre de génie en herbe. Alors, il faut vraiment regarder identification d'enfants, comme on a fait dernièrement. Alors, il y a plein d'activités qu'on peut faire au sein d'un club. Il suffit de regarder, travailler avec sa communauté. Justement, pour l'identification d'enfants, on en a parlé plus tôt dans le bulletin. Si je comprends bien, chaque club est une entité différente, une entité distincte. Exactement. Chaque club a une charte distincte à lui. On est selon les règlements d'Optimus International parce qu'on est affilié à un club Optimus International, mais chaque club est autonome et chaque club doit répondre et faire ce qu'ils veulent selon le besoin et selon les volontés du comité du conseil d'administration.
Ça fait pas... les clubs optimistes ne sont pas en place depuis hier, là. Ça fait quand même un bout de temps là, que ça existe. Quelques années, en effet. Ça a été fondé en 1919 aux États-Unis. Alors, dans le but d'aider les jeunes qui étaient dans la rue à ce moment-là. C'était un regroupement d'hommes d'affaires qui prenait les jeunes qui étaient dans la rue dans le but de les mettre dans le droit chemin. Il y a une rencontre importante qui s'en vient le 20 mars prochain pour la création d'un nouveau club optimiste pour le secteur de Masson-Angers. C'est bien ça? C'est bien ça. Et je vous laisse avec les détails. Justement, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre de cette rencontre d'information-là? Alors, le 20 mars prochain, au centre communautaire sur la rue Yvon-Pichette, on va informer les gens qui voudraient avoir le privilège d'être membre optimiste. Alors, on va informer les gens sur le déroulement, le processus de fondation d'un club et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en tant qu'individu, parce que chaque individu apporte quelque chose à son club, en tant que regroupement pour leur collectivité. Alors, on va expliquer un petit peu rapidement. Ça va être d'une durée d'1 heure et on va expliquer c'est quoi un club optimiste, les buts d'un club optimiste et comment eux pourraient faire dans leur communauté. Après ça, une fois que le club est fondé, ça leur appartient. Une fois que le club est fondé, on peut parler de combien de temps? Est-ce que vous êtes fixé un échéancier justement pour la création de ce club-là? On aimerait bien que d'ici 1 mois, le club soit fondé. On a besoin de 15 membres fondateurs au départ. Une fois qu'on a 15 membres, on peut faire la remise de charte, introniser le club et le club peut fonctionner. Bien entendu, un point que j'aime toujours apporter dès le départ, comme nous sommes affiliés à un organisme international, on a certains privilèges de formation, d'assurance pour nos faits et gestes, nos responsabilités au sein d'un conseil d'administration. Alors, pour nous donner tous ces droits-là, on doit payer une cotisation annuelle. Alors, il y a une petite cotisation annuelle à payer à chaque année. Alors, je pense que c'est important aux futurs membres qui voudraient venir de savoir dès le départ, c'est un organisme, on est des bénévoles, mais on doit payer une cotisation. Pour les gens qui aimeraient ça s'impliquer, mais qui se disent « Ah, j'ai juste quelques heures à donner », être membre, être un optimiste, ça englobe combien de temps d'implication, si je peux dire ça comme ça? Ah, j'aime la question. Un membre optimiste donne ce qu'il a à donner. Si on ajoute, disons que vous êtes membre optimiste, Josiane, si vous donnez 2 heures dans votre année, moi je donne 2 heures, ça fait 4 heures. Alors combien, si on rajoute toutes les heures que quelqu'un peut donner, c'est fantastique, c'est l'ensemble de toutes les heures qui va donner un merveilleux projet pour nos jeunes. Alors que quelqu'un un petit peu engagé comme moi n'en donne 20 heures par semaine et que l'autre donne 2 heures par mois, c'est excellent. Il y a un club à Buckingham, vous l'avez mentionné justement, qui est quand même très près de Masson-Angers. Moi, je veux savoir, le besoin était présent à Masson-Angers, la création d'un club? Oui, parce que Masson-Angers est en explosion démographique, on le sait. Le club de Buckingham donne depuis une trentaine d'années des services exceptionnels à la communauté ici. Sauf qu'à un moment donné, ce regroupement de personnes-là peuvent donner un service jusqu'à un certain point. Dû à l'explosion démographique de Angers et de Masson, à ce moment-là, on veut un groupe de personnes à Masson-Angers qui vont être sur le terrain, tout près de leurs 2 écoles, qui vont travailler probablement vraiment en collaboration avec le club de Buckingham. Parce que c'est le club de Buckingham qui va les parrainer. Alors, le club de Buckingham va devenir leur grand supporteur, avec les autres clubs de la zone 9 aussi qui vont les aider, comme Templeton, Gatineau, Pointe-Gatineau. Alors, on est une famille, les optimistes. Très intéressant. Rappelez-moi, c'est ce vendredi. À quelle heure la réunion? Ce vendredi, 19h, centre communautaire au 1100 rue Yvon-Pichette. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer Paul Morin d'Aketa-Outaouais. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour. Alors, Paul, on vous reçoit aujourd'hui. Parlez-nous d'abord d'Aketa-Outaouais. Qu'est-ce que c'est?
Association québécoise des troubles d'apprentissage, on aide les parents dans le cadre de conférences, ateliers, cafés-rencontres, afin que ces parents puissent aider davantage leurs enfants dans les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit une dyslexie, une dysphasie, un trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité. Et nos conférenciers, ce sont des spécialistes dans différents domaines. Et on fait notre bonhomme de chemin. Moi, ça fait 7 ans que je suis là. On a toujours au moins 5, 6 conférences par année, plus les cafés rencontres. On a également un service direct aux jeunes, camp répit. Le camp répit, le mot le dit, c'est un répit pour les parents du vendredi au dimanche. Nous prenons les jeunes de 9 à 12 ans ayant un trouble TDAH, trouble déficitaire d'attention, avec ou sans hyperactivité. Et on a le transport qui fournit l'hébergement, les activités, et ça donne ainsi un répit aux parents durant une fin de semaine, 6 fins de semaine par année, où nous amenons 9 jeunes au camp CRFO. Et cette année, chez Aketa Outaouais, on vit certaines difficultés financières et pour les surmonter, vous avez une activité très intéressante qui s'en vient. Oui, on sait que dans le domaine communautaire, au niveau de l'ensemble de la région, c'est pas une année facile. Notre année fiscale se termine le 31 mars. Nous avions une activité qui était prévue qui fonctionne bien le 22 mars prochain. Mais pour équilibrer notre budget, il faut absolument faire une réussite. C'est notre 6e année, ça s'appelle Dégustation chocolatée. Ça se déroule à la Maison de la Culture. Ça sera mardi le 24 mars, je m'excuse. Mardi, le 24 mars, le coût du billet est de 50 $, 200 personnes, 200 billets. Le fonctionnement accueille avec un vin d'honneur, un vin pétillant, 6 chocolats différents préparés par l'artisan de dessert et Chocomotive. Et à chacun de ces chocolats, il y aura un vin ou un porto qui sera offert. Et cette année, un spécial grâce à la collaboration du IGA Famille Charles, M. Marc Gervais. On ajoute une 7e table où les gens pourront déguster une bière québécoise ainsi qu'un autre chocolat. Un ajout. Maintenant, comme l'année financière fut extrêmement difficile, il faut absolument, pour équilibrer notre budget au 31 mars, faire de cette soirée-là la meilleure de nos soirées, c'est-à-dire que nos 200 billets soient vendus. Si les gens sont intéressés, ils peuvent communiquer avec nous. C'est de 6 heures à 8 heures, l'activité. Si les gens désirent des billets, ils peuvent toujours le faire en communiquant avec nous au 777-3126. 777-3126, il nous fera plaisir d'y donner suite. Puis on s'attend à peu près à quel montant là, pour espérer bien boucler l'année financière? Dans les années antérieures, on a toujours fait entre 6 à 9 000 $. Il y a une année qu'on a vraiment atteint l'objectif de 10 000 et cette année, il faut absolument atteindre notre 10 000 $. Si vous calculez 200 billets multipliés par 50, ça représente le 10 000 et les commandites paient la totalité des dépenses de l'activité. Donc, il faut vendre nos 200 billets. Puis, pouvez-vous nous dire en terminant quel genre de conséquences on peut avoir sur vos services, la diminution des sous? La diminution des sous, là, cette année, là, c'est un manque à gagner de près de entre 20 et 25 000 $ par rapport aux années passées, à cause de... On connaît la situation au niveau de Centraide. Il y a eu des coupures pour l'ensemble des organismes. Il y a un bureau de professionnels qui nous organisait un tournoi de golf. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On a une compagnie pharmaceutique qui nous a toujours donné 5 000 $ par année. Eux aussi ont une période difficile. Donc, au lieu de 5 000, nous avons 2 000. Donc, ce qu'on a fait au niveau de la mission, conférences, ateliers, intervenantes, rencontres avec les parents, il n'y a absolument rien qui a été touché. Le seul élément qui a été touché, ce sont nos camps répit. Chaque camp répit coûte approximativement 3 330 $. Donc, on a coupé 3 camps répit, récupéré 10 000 pour équilibrer le budget. Et heureusement, on a réussi. Donc, on avait planifié 3 camps que nous avons réalisés. Et M. Mario Harel, le directeur de la police de Gatineau, qui est également président de la fondation de la police de Gatineau, a offert de payer un camp, d'où nous avons eu un 4e camp.
Donc, on tient à remercier la Fondation, on tient à remercier la population qui participe à nos activités, mais comme je vous dis, la mission n'a pas été touchée. L'ensemble des services n'ont pas été touchés, sauf le service additionnel que nous donnons, que nous offrons, le camp répit. Mais je vous remercie beaucoup, M. Morin, puis je vous souhaite un bon succès dans votre dégustation chocolatée. Merci beaucoup et au plaisir de vous y retrouver, à vous, téléspectateurs. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Paul Morin d'Aketa-Outaouais pour la chronique communautaire. C'est maintenant l'heure du Culture avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir. Une fin de semaine qui va être vraiment chargée, mais on commence avec secondaire en spectacle. Oui, une fin de semaine, Josiane, où on n'a aucune raison de rester à la maison. C'est plein. On a un paquet d'activités. Et oui, on commence avec secondaire en spectacle. Les jeunes de l'école, une quarantaine en fait, monteront sur la scène de la salle des Jardins vendredi et samedi soir pour le spectacle secondaire en spectacle. Et qui se déroule cette année sous le thème « Ce beau monde-là ». Chaque année, on s'inspire d'une chanson connue. Cette année, c'est une chanson de Kevin Parent. Et les 8 animateurs prévoient l'adapter, mais on ne sait pas comment ils gardent la surprise. Chose certaine, cette année, secondaire en spectacle, c'est la 5e année, va se dérouler sous le thème de la variété. On retrouve plusieurs numéros différents, dont du cirque. Les élèves de l'école Saint-Michel font beaucoup primaire, font beaucoup de cirque. Et plusieurs d'entre eux qui sont maintenant rendus à ESAG ont décidé de montrer leur savoir-faire, de poursuivre dans cette discipline. Donc, monocycle, cerceau aérien, jonglerie, diabolo. On a pour tous les goûts là, côté cirque. Et aussi, on a un numéro d'humour cette année avec Sophie Trottier. Un humour, elle m'a dit qu'on rirait jaune, que les gens seraient surpris de voir qu'elle pourrait dire telle chose sur scène. Je sais qu'elle va parler de maladie, mais elle est restée floue un peu, elle veut garder la surprise. Et un autre qui promet beaucoup, c'est Tristan Smith, un jeune magicien qui il a vraiment plus d'un tour dans son sac. Et en fait, il a découvert la magie à l'âge de 6 ans, quand ses parents ont fait venir un magicien à sa fête. Et depuis ce temps-là, il pratique tout le temps, il veut devenir magicien. Il va présenter 3 numéros, dont un avec des cartes, un avec du feu, et un autre où il va sortir des choses de la bouche. C'est à suivre. Et également, bien, on va avoir les chants, la danse, dont de la claquette aussi. Donc, un spectacle vraiment varié cette année. Et pour en savoir plus, vu que c'est la 5e année, les jeunes ont lancé une page Facebook spéciale sur en spectacle Hormidas-Gamelin, où les 8 animateurs qui affichent des styles colorés à l'image de François Bellefeuille, par exemple, Julie Snyder, ont réalisé des entrevues avec les artistes de cette année et les artistes des dernières années pour donner l'eau à la bouche, pour inciter les gens à aller voir le spectacle. Et donc, des entrevues depuis quasiment 2 mois qui circulent chaque jour sur Facebook, qu'il est possible d'aller voir. Et spectacle en rodage vendredi. Le coût est de 5 $ pour les élèves et de 8 $ pour les adultes. Le samedi, c'est le soir du spectacle, du concours, parce qu'on veut, les jeunes, évidemment, veulent remporter le concours pour s'en aller après à la finale régionale et à la finale provinciale. Ça se déroule samedi soir au coût de 10 $ par élève et 12 $ par adulte. Donc, une belle activité, Josiane. Excellent. Et là, on continue encore en fin de semaine, oui. la comédie musicale Roméo et Juliette. Oui, en fait, Roméo et Juliette, qui est une méga production, ça se déroule à la Maison de la Culture de Gatineau. Et puis, Michel Pilote, qui est l'attaché politique d'Alexandre Iraca et qui est l'ancien journaliste de la TVC Basse-Lièvre, n'en peut plus. Il croule sous le trac en ce moment. Il fait partie de la troupe. Très hâte d'y être, il a très hâte d'y participer. Il me disait qu'ils ont travaillé très fort pour réaliser ce spectacle-là, qui est une méga production avec 18 chanteurs, 16 danseurs et 14 musiciens. Ça se déroule en fin de semaine, vendredi et samedi, ça aussi, à la Maison de la Culture. Le coût est de 50 $ par personne. Et également, Annie Lefebvre, Stéphane Gauthier et Liette Filion, des artistes de Bocam qui participent également à ce spectacle. Excellent. Et là, on continue. Il va y avoir une séance de dédicace à la librairie Rosemary. Oui, ça ne lâche pas. Là, on revient samedi. Ça, c'est samedi de 1h à 4h. Guylaine Gay, qui est une chroniqueuse, une comédienne, a 2 enfants autistes et elle a écrit un livre « 2 garçons à la mer », mère étant un jeu de mots pour maman, où elle décrit sa réalité de façon assez comique avec ses 2 enfants. Et donc, la librairie Rosemary voulait souligner le mois de l'autisme qui se déroule en avril, mais Mme Gay n'étant pas disponible en avril, on a devancé l'activité à samedi. Également, de l'auteur jeunesse Daphné Dugas sera là également de 1h à 4h. De son côté, son livre, c'est « The Mother Song », le fils à maman.
Donc, elle parle surtout d'intimidation. Donc, une journée de sensibilisation où les gens vont pouvoir rencontrer les auteurs, parler de leur roman. Ça se déroule de 1h à 4h samedi à la librairie Rosemary. Et là, on poursuit avec l'artiste Diane Fontaine. Oui, Diane Fontaine, qui est une artiste qui est établie depuis 10 ans maintenant à Buckingham, lance sa galerie ce dimanche, donc haute activité en fin de semaine. Elle lance sa galerie qui va être située au 533 avenue de Buckingham, donc en face du Lala Bistro. Et elle y lance aussi en même temps une exposition tribu qui met en vedette une quarantaine de ses toiles. Et en même temps, elle va dévoiler la programmation de la galerie. Donc, j'imagine que d'autres artistes, éventuellement, vont pouvoir exposer dans cette nouvelle galerie. Et ça se déroule dimanche de 1h à 17h. Et juste rappeler que Mme Fontaine est une artiste connue internationalement. Elle expose ses œuvres partout aux États-Unis, en Europe, au Canada également. Donc, un privilège de l'avoir dans le coin. Et là, on continue au Café des artistes, Ovila David-Huard. Oui, Ovila David-Huard est un artiste de facettes. Ça fait maintenant 10 ans qu'il vit de ses toiles, qu'il vit de son art. Il expose ses œuvres au Café des artistes. En fait, il en expose 13. La plupart représentent des oiseaux. Et comme il s'inspire de son imaginaire, de sa vie et d'un peu de folie, eh bien, il rajoute à ces oiseaux des carrousels ou des chapeaux. Tout ça pour agrémenter un peu, susciter des réactions chez les gens. Il s'inspire, en fait, il avoue être un peu jaloux des oiseaux, de leur liberté, de leur folie, du fait qu'ils peuvent voler. Donc, il s'en inspire pour ses toiles. Également, quelques toiles aussi sur la Lune. Il aime beaucoup le teint bleuté de la Lune. Et Ovila, on rappellera qu'elle a été nommée présidente d'honneur du festival Gatineau en art, qui se déroule du 10 au 12 juillet prochain à Buckingham. Et on rappelle d'ailleurs que les artisans et les artistes qui voudraient participer à ce festival peuvent le faire en soumettant une demande. Il suffit de s'adresser au Carrefour culturel Estacade, c'est eux qui chapeautent ce projet. Excellent. Et là, très rapidement, les spectacles. Il y a plein de spectacles au Café des artistes encore. Oui, bien surtout un qui va avoir lieu vendredi soir prochain, c'est le duo Wilson-Delcourt qui, donc oui, le vendredi 27 mars, c'est deux auteurs, compositeurs, interprètes qui vont présenter les chansons de leur album Long Time Coming. Et c'est leur second passage au Café des artistes de la Lièvre. C'est un endroit où ils adorent jouer, donc ils auront la chance d'y jouer vendredi prochain. Ce sera en même temps l'occasion de voir les œuvres d'Ovila qui seront toujours là puisqu'il expose tout le mois de mars. Donc, pour avoir des détails sur les autres spectacles, les expositions, c'est possible de visiter le www.cdelilièvre.com. Excellent. Merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle la victoire des Mustangs, justement, qui passe à la prochaine ronde. Vous pouvez aller sur le site Internet de la TVC où il y a un montage vidéo, justement, des derniers instants de la partie lors de la victoire, donc le www.tvc.qc.ca ou encore via notre page Facebook. Le site Internet des Mustangs partage également les images. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se reparle jeudi. Bonne soirée.